Bonjour Patrick Artus. Bonjour. Vous êtes chef économiste chez Natixis et vous venez de publier « Et si les salariés se révoltaient » aux éditions Fayard, un livre coécrit comme souvent avec la journaliste Marie-Paule Virard. Alors dans ce livre, vous vous alarmez de l'évolution de la situation sociale actuelle, une situation dans laquelle les salariés font face à la paupérisation, au déclassement, également au creusement des inégalités. Alors la première question qui me démange, c'est pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre ? Quelle est la portée ? C'est un coming out politique. Vous avez pris votre carte au front de gauche, Patrick Artus ? Non, mais ça fait longtemps qu'on écrit avec Marie-Paule sur ce sujet. Il y a plus de 10 ans, on a fait un livre qui s'appelait « Le capitalisme est en train de s'auto-détruire » et qui couvrait une partie un peu semblable, puisqu'on partait du rendement du capital, en expliquant que le rendement du capital était beaucoup trop élevé par rapport à ce qui pouvait être acceptable et que ça crée des inefficacités, des investissements inutiles, la recherche de rente de monopole. Donc ça fait très longtemps qu'on écrit ça. Je suis assez intéressé de voir que le patronat européen a l'air aussi de s'intéresser à ce sujet. Donc ce n'est pas un sujet qui est particulièrement marqué à gauche. On a eu le rapport de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat. Il y a plein de grands patrons qui réfléchissent à cette question. Donc je crois qu'il faut poser clairement la question du partage. Alors pas seulement des revenus, le partage des revenus entre les salariés et les entreprises, ça fait très longtemps qu'on le connaît. Le partage du risque. Je pense que le partage du risque est un concept qui est plus important et qui, évidemment, devient de plus en plus important au fur et à mesure qu'on déréglemente les marchés du travail et qu'on fait porter aux salariés une part de plus importante du risque. Quand on rend un marché du travail flexible, on conduit à ce que les salariés perdent plus facilement leurs emplois, doivent plus facilement ajuster leur salaire, l'organisation du travail dans les périodes difficiles, et donc on augmente la part du risque prise par les salariés. Alors effectivement, vous soulignez que ce sont aujourd'hui quasi exclusivement les salariés qui paient la note quand l'entreprise va mal, alors que quand tout va bien, ce sont les actionnaires qui empochent la mise. Alors, j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on en est arrivé là et surtout quelle est la part de responsabilité de la révolution numérique dans cette situation. Une révolution numérique qui a plutôt polarisé les emplois plutôt que de créer un grand déversement, vous balayez d'un revers de main la destruction créatrice schumpeterienne. Oui, alors il y a deux choses qui affectent les salariés. La première, on vient d'en parler, c'est les normes du capitalisme. 15% de rendement du capital quand les États s'endettent entre 2 et 3%, ça ne peut pas se faire normalement. Ça peut se faire dans une entreprise très innovante, nouvelle, mais pour la masse des entreprises, on ne peut pas avoir ce rendement du capital. Et donc ça vient à ce moment-là, soit effectivement de l'appauvrissement des salariés, soit de rente de monopole, de position dominante. Et puis le second choc sur les salariés, alors on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais ça commence bien avant, c'est ce que vous citiez, c'est la fameuse bipolarisation du marché du travail, qui est de plus en plus documentée. On a de plus en plus de travaux académiques qui montrent que c'est vraiment ça qui se passe. Donc aussi bien les évolutions de la demande, le fait que les individus de plus en plus consomment des services, et les évolutions technologiques, les robots, conduisent à ce que les emplois aillent aux deux bouts du marché du travail. À l'extrémité haute, avec des emplois assez bien qualifiés, et à l'extrémité basse, avec des emplois de services peu qualifiés. Il y a des travaux récents qui montrent que, par exemple, aux États-Unis ou en Allemagne, on a même quelques travaux sur la France, quand on crée un emploi très qualifié, on crée en général 5 emplois de services peu qualifiés en parallèle. Et cette chose-là, effectivement, vous le disiez, c'est anti-schumpeterien, puisque on a l'habitude que le progrès technique remplace des mauvais emplois par des bons. Et là, le progrès technique remplace des emplois par bons, mais disons intermédiaires par de mauvais emplois. Alors ça a des effets absolument terrifiants, parce que d'abord, évidemment, ça ouvre les inégalités. Et ça a des effets terrifiants sur les jeunes. Il y a des travaux, par exemple, du Centre de recherche des qualifications qui viennent de montrer quelque chose d'extrêmement intéressant sur l'entrée des jeunes sur le marché du travail. À cause de cette évolution, les jeunes qualifiés sont déclassés. Donc ils ne trouvent plus d'emploi correspondant à leur qualification. Au niveau de la licence, par exemple, il y a pratiquement 40% de déclassement chez les jeunes qualifiés. Et puis les jeunes qualifiés, les jeunes diplômés prennent des emplois peu sophistiqués que les peu diplômés auraient pu prendre, et du coup les peu diplômés sont exclus de l'emploi et vous fabriquez le chômage de masse des peu diplômés. Donc cette bipolarisation, elle est absolument épouvantable, et je crois qu'on n'a pas encore pesé totalement tout ce que ça va apporter de négatif, en particulier sur les jeunes. Alors j'en reviens au titre de votre livre, « Et si les salariés se révoltaient », quelle pourrait être la forme de cette révolte ? Est-ce qu'on pourrait assister à une révolte du type les canuts ou les ludites ? Alors j'y crois pas du tout, c'est pas ça qu'on dit. Je pense que la révolte, elle prend la forme de boucs émissaires. Aux États-Unis, le bouc émissaire, c'est la Chine, les produits chinois. Il y a des travaux d'ailleurs très convaincants qui montrent que les inégalités aux États-Unis
évidemment, dépendent un peu du commerce avec les pays émergents, mais que très très massivement, les inégalités viennent de facteurs domestiques américains. En Angleterre, c'était l'Union européenne. Dans certains pays européens, ce sont les réfugiés. Enfin, on voit bien qu'on a la montée de boucs émissaires, et ça se traduit par les élections. Hein. Donc dans les élections, on a des partis qui profitent de cette situation. Donc je pense que la révolte des salariés, c'est une révolte qui est pour l'instant pas la bonne révolte. C'est-à-dire, c'est pas une révolte contre le fond du problème, c'est une révolte contre de fausses causes de leurs difficultés. Et donc, il faut réussir. Je pense que c'est vraiment un problème très urgent et qu'il faut que les gouvernements et les entreprises prennent vraiment ce problème sérieusement et travaillent sur cette question à la fois la question de la nature des emplois et de la dynamique des emplois sur le marché du travail et la question des normes de rendement du capital. Dernière question, est-ce qu'on ne peut pas trouver dans cette situation quelques vertus à notre système social, puisque vous relevez que l'indice de Gini qui mesure les inégalités est resté relativement stable en France. On pourrait aussi se féliciter d'une montée du populisme peut-être un petit peu plus contenue en France, justement en raison de nos amortisseurs sociaux. Oui, vous avez raison. La France, c'est un cas, alors c'est ça qui rend les choses, faut être très prudent. Il y a beaucoup de choses en France qui sont très différentes de ce qu'on voit dans l'ensemble de l'OCDE. Le partage des revenus en France ne s'est pas déformé au détriment des salariés. C'est très légèrement déformé en faveur des salariés. Nous avons en France des inégalités de revenus avant redistribution parmi les plus hautes de l'OCDE. Elles sont plus élevées qu'aux États-Unis. C'est le chômage. Hein. Et après redistribution, elles sont parmi les plus basses de l'OCDE. Donc c'est vrai qu'on a un système redistributif qui a évité la catastrophe. Ça pose quand même deux questions. Si vous mettez dans des emplois peu sophistiqués des jeunes diplômés, est-ce qu'ils vont se contenter du fait qu'il y a de la redistribution et que finalement l'État leur rend un peu d'argent? Je ne suis pas sûr que ça suffira. Ils vont quand même plutôt rechercher des emplois qui correspondent à leur diplôme que simplement un peu de redistribution. Et deuxièmement, cette redistribution, elle a un coût, puisque cette redistribution, elle est financée par l'impôt, et en particulier par la pression fiscale sur les entreprises. Donc on pourrait interpréter le macronisme, si ça peut venir à ce moment-là, en disant finalement le macronisme, c'est un essai pour faire baisser les inégalités de revenus avant la redistribution, en ramenant plus de gens à l'emploi, etc., ce qui permettrait de réduire la taille des politiques redistributives et donc de réduire la pression fiscale, parce qu'on est dans un cercle vicieux. On met de la pression fiscale pour financer les politiques redistributives, mais cette pression fiscale détruit de l'emploi et donc finalement aggrave aussi les inégalités. Eh bien, merci beaucoup Patrick Artus, et je profite de cet entretien pour dire que justement cette interview aura une suite. On a posé le constat. On va voir comment est-ce qu'on peut éviter la révolte dans une seconde interview. Merci encore Patrick Artus. Merci.